18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Éric Nolot, Eugénie Bastier et Jean-Sébastien Ferjeux. On a le plaisir de recevoir notre ami Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez fait une analyse au scalpel de ce qui s'est passé lors du second tour des élections législatives et même pendant ces législatives. Dans quel type de situation sommes-nous aujourd'hui, selon vous, Dominique Régnier ? Je dirais que c'est pas simple de se la représenter parce que les conditions dans lesquelles tout ça s'est déroulé sont encore aujourd'hui inexplicables. Les élections ont été, de mon point de vue, je ne veux pas choquer en disant cela, mais de mon point de vue, ont été ratées au sens où elles n'ont pas été, par définition, attendues, préparées, prévues, mais aussi elles se sont déroulées en dérapant très vite. À peine le premier tour avait-il donné une orientation forte de l'électorat que la campagne de l'entre-deux tours a porté sur un tout autre sujet qui n'était ni quel programme voulez-vous, ni même quelle majorité voulez-vous, etc. Mais donc d'organiser un barrage au Rassemblement national. Et c'est, je ne crois pas exagérer en disant que ça a été, sinon le thème unique, le thème très largement dominant de l'entre-deux tours. Et du coup, la difficulté, c'est que maintenant, on se retrouve non seulement, parce que c'est peut-être pas assez souligné, ça, non seulement avec une absence, on le dit beaucoup, de majorité, c'est clair. Ça, c'est manifeste. Une grande difficulté à imaginer ce qui pourrait se construire, c'est également très clair. Mais avec des électeurs qui ont déjà voté, qui ne peuvent pas reprendre leur bulletin, et aucun en fait dire rétrospectivement, vous avez voté pour mon programme, on va l'appliquer. Mais les gens doivent penser, pas tous, mais beaucoup, j'ai voté pour vous, mais pas pour votre programme, j'ai voté pour suivre vos recommandations et faire barrage. Et donc, on ne peut pas reprendre son bulletin. C'est un peu la différence avec un produit de grande consommation. On ne peut pas l'échanger. Il y a maintenant un processus, à mon avis, qui se met en place et qui est à la fois, qui résulte à la fois d'une sorte de malaise que je crois ressentir et qui sera important sur cette espèce d'ostracisation du premier parti électoralement de cette élection, ces élections législatives, et deuxièmement, cette espèce d'utilisation contre le gré des électeurs de leur suffrage pour faire dire ce qu'ils ne voulaient surtout pas dire. Tout d'un coup, là, on oublie le barrage. Qu'est-ce qu'il voulait pas dire ? Il voulait pas dire oui à Emmanuel Macron, en réalité. Il voulait pas dire, par exemple, oui à un programme de gauche. De gauche, tout le programme, rien que le programme, mais il voulait pas. C'était pas ça le sujet. Oui, mais Dominique Régnier, est-ce que ça n'a pas été le cas en 2017 et en 2022 ? Au second tour de 2017 et au second tour de 2022, vous avez eu un vote barrage contre Marine Le Pen, avec des électeurs de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron, ce qui n'a pas empêché Emmanuel Macron ensuite de faire la réforme des retraites, ce qui lui a été beaucoup reproché par la gauche. En disant ça, notre vie politique repose en fait sur ce cordon sanitaire qui la fausse entièrement. Comment on sort de ça ? Comment on sort d'un cordon sanitaire ou d'un barrage qui met de côté 30% de l'électorat de droite, et qui donc assure une réélection systématique à la gauche ou au centre-gauche, et ça de façon infinie en réalité. Alors, Dominique Régnier. D'ailleurs, c'était pour ces élections législatives, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est 37% la catégorie extrême droite, c'est-à-dire 20 points de plus que le total des gauches. Je dis total des gauches, c'est-à-dire plus que le NFP. Je prends toutes les gauches, j'arrive à 27,5. Plus que 10 points. Voilà, donc 10 points de plus, sachant que le nouveau Front populaire, c'est 25. Donc on est vraiment dans des autres 17% des inscrits, c'est presque personne, on peut dire, enfin, disons peu de monde. C'est tout le problème et l'ambiguïté de cette notion de barrage, que pour aller vite et à l'essentiel, moi je considère être devenu désormais comme un dispositif de perpétuation d'un pouvoir politique très dominé par la gauche, mais qui n'a plus les ressources électorales pour persister. Et donc, la seule solution, c'est de réaménager l'offre en considérant qu'il y a une liste de partis qui peuvent concourir et une autre liste qui sont les partis pouvant concourir et pouvant gagner. Alors, on va juste écouter Marine Le Pen pour clôturer le sujet du Rassemblement national, parce qu'après, il y a beaucoup à dire sur les autres choses. Elle disait, en fait, cet échec aux élections législatives, ce n'est que partie remise. Écoutez-la. Ah ben, Monsieur Macron, il est en train de trouver les arguments pour justifier, d'assumer le comportement de ceux qu'il a fait élire, c'est-à-dire ceux du nouveau Front populaire qui aujourd'hui ont quasiment des attitudes factieuses, puisqu'ils appellent à prendre de force. C'est ce que nous avons cru comprendre. Matignon
Hier, c'était l'Assemblée nationale. C'est leur assaut du Capitole à eux. Bon, eh bien, c'est Emmanuel Macron qui, politiquement, doit assumer cela, car c'est lui qui les a fait élire. Voilà. Et elle dit aussi, c'est que partie remise pour le Rassemblement national, Dominique Régnier. Oui, alors, il ne faut pas tout placer sur la charge, toute la charge sur les autres. Ce qu'ont révélé aussi ces élections législatives, comme tout le monde a été surpris, on a une espèce de mesure d'égalité. C'est la préparation générale, c'est la légèreté des programmes, tous confondus, caractère très dépensier. Pour le Rassemblement national, c'était totalement insuffisant. Enfin, en termes de sélection des candidats, de formation des candidats, comme pour le programme. C'est un programme qui n'est pas sérieux. Et quand même, quand on est un parti dans l'opposition depuis tant d'années, être saisi de surprise et devoir présenter un programme qui non seulement n'était pas sérieux, mais en plus a été sans arrêt réaménagé, puis sur des sujets fondamentaux, au fur et à mesure qu'évoluent les sondages. Bon, moi je pense quand même que, je le dis depuis le début, je ne veux pas être trop long dans ma répétition, mais je pense quand même que depuis le début, ni Jean-Luc Mélenchon ni Marine Le Pen ne souhaitaient gagner. Jean-Luc Mélenchon savait qu'il ne gagnerait pas. Vous avez été le premier à le dire sur ce plateau il y a plus d'un mois. Jean-Luc Mélenchon, il savait qu'il ne gagnerait pas. Marine Le Pen ne le voulait pas, c'est évident. Pour diverses raisons, je ne vais pas les développer. Peut-être qu'elle n'imaginait pas perdre à ce point-là quand même. Elle aurait pu avoir plus de députés. Logiquement, elle aurait dû en avoir beaucoup plus. Maintenant, elle en fait elle-même état. Et tout à l'heure, je lisais sur un de vos écrans l'appel de Philippe Poutou pour faire le lien. Maintenant, nous avons une sorte de situation où non seulement les électeurs ont été amenés à voter dans des conditions de très grande restriction, voire de discipline étrange, et d'obligation de ne pas voter pour le RN. Ensuite, on laisse penser que les électeurs qui ont fait barrage ont eu une préférence de programme, ça n'est pas le cas. Et puis maintenant, on voit qu'il y a, de la part de ceux qui ont déjà été élus au nom du barrage, je pense à LFI, une orientation golpiste. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Est-ce que c'est du folklore? Est-ce que c'est une sorte de mise en jambe? Est-ce que c'est entre les déclarations de Quatennens, de Sophie Binet, la responsable de la CGT, et puis de Philippe Poutou? Je suis désolé, Philippe Poutou, ça compte pas. C'est ce que nous avait dit Lionel Jospin. Le PS est très coupable. C'était rien, Philippe Poutou. C'était juste un candidat. On n'allait pas vous embêter avec ça. On n'a pas compté les candidats antisémites. On n'a pas compté tous les candidats de la France insoumise qui sont vraiment, qui n'étaient pas présentables du tout. On n'a pas non plus compté Philippe Poutou, qui est une espèce de folklore national. Mais non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Il appelle ce soir à une forme de soulèvement. Bien sûr. Comme la patronne de la CGT. Comme la patronne de la CGT. La pression sur l'Assemblée nationale. Et donc, si vous voulez, sans majorité, sans option d'une majorité crédible à court terme, pour vous dire le fond de ma pensée, je suis en réalité très inquiet. Je redoute beaucoup, peut-être le retour des vacances, parce qu'il y a cette espèce de sacralisation. Je ne sais pas si ça résistera cette fois dans notre pays de ne pas abîmer les vacances, mais le retour, c'est très facile quand vous êtes patronne de la CGT de bloquer tout ce qui est absolument stratégique et de créer un désordre incroyable, qui amènera évidemment peut-être... Je ne sais pas, moi, si c'est l'idée qui amènera peut-être à recourir à l'article 16 et puis de dire ensuite, vous voyez... Les pleins pouvoirs au chef de l'État. Le fascisme est au pouvoir. Évidemment. Donc je vous l'avais dit, je suis Jean-Luc Mélenchon, je vous l'avais dit, nous devons entrer en résistance, etc. Cette espèce... Enfin là, Mélenchon est tout à son aise dans son univers de type insurrectionnel, avec d'ailleurs les appuis, au fond, qui sont ses propres héritages. Et Philippe Poutou, à sa manière, en fait partie. Un petit mot de la droite, et après je passe la parole à Jean-Sébastien Ferjou. On écoute Monsieur Retailleau, qui était notre invité ce matin, qui dit pas de coalition s'il y a de la France insoumise dedans. Écoutez-le. Dans l'Assemblée nationale, le jeu politique est complètement verrouillé, complètement bloqué. Vous devez nommer un Premier ministre en dehors de l'Assemblée nationale. Technique, un profil technique. Pas seulement technique, une stature apaisante, avec des compétences, une expérience qui en impose, une stature morale aussi, qui sortent du jeu politique. Et on peut parfaitement, avec ce profil-là de Premier ministre, qui serait rassurant aussi pour les Français, établir un programme législatif d'une petite dizaine de textes. Je pense à l'immigration, je pense au pouvoir d'achat, je pense à la justice des mineurs, je pense à l'agriculture, je pense à quelques sujets qui peuvent être des sujets plus ou moins consensuels, mais dont la France a besoin pour se relever.
Bruno Retailleau, c'est possible, ça C'est pas une mauvaise démarche, en tout cas, parce que jusqu'ici, vous l'avez remarqué, on faisait... nous, on peut le faire, enfin moi je peux le faire, je suis pas élu, mais dans le monde politique, j'ai surtout entendu parler d'addition et puis de liste de noms. Donc chacun a son modèle pour arriver ou se rapprocher de 289 sièges et avec des noms. Mais la vraie question, c'est celle-là. Peut-être que c'est pas le résultat que propose Bruno Retailleau qui à la fin sortira du chapeau, mais c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour faire quoi ? Et c'est la même question qu'un Premier ministre de la société civile ou technique ou je ne sais quoi. Tout ça n'a aucune importance. On fait quoi ? Parce qu'il y a quand même des choses à faire. On sait que notre situation financière, même si en France, on s'en fiche, mais alors totalement, c'est impressionnant quand même. On a 154 milliards de déficit chaque année, une dette sur laquelle je ne reviens pas. On nous sommes pressés, on nous presse de trouver des solutions. On doit emprunter 300 milliards bientôt. Rien n'est fait, évidemment. Les conditions sont les pires pour faire des mesures d'économie, donc on peut être là aussi inquiet. Et cependant, on n'a pas encore discuté de ce qui pourrait être décidé et soutenu par une majorité. Parce que si vous avez une politique de réduction de la dépense ou de contrôle de la dépense, il est évident que toute une partie de l'Assemblée nationale sera dans l'opposition, n'aura pas les moyens de renverser un gouvernement qui aurait cette politique, sauf avec une alliance avec le RN. Ce serait piquant que la gauche s'allie avec le RN pour renverser un gouvernement après avoir été élu grâce au barrage contre le RN. Mais ça peut se produire. C'est possible. Jean-Sébastien Ferjou. Et après Éric Nolot. Vous décrivez très bien la manière dont la gauche arrive finalement à avoir un poids politique plus lourd que ce que les urnes lui accordent grâce à ses stratégies d'intimidation idéologique. Mais quelle est la responsabilité de la droite là-dedans ? Parce qu'on a entendu aussi des responsables de droite ou de centre-droit, ou en tout cas de droite ralliés à Emmanuel Macron, entretenir la même intimidation idéologique. Et donc comment peut se sortir la droite de ce dilemme-là ? Soit être finalement écrasé, absorbé par le Rassemblement national, soit valider la domination idéologique de la gauche. C'est une question qui se pose depuis des années maintenant, qui n'a pas été tranchée suffisamment tôt. C'est bien difficile maintenant, c'est pas trop tard, parce qu'on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour regarder un peu les perspectives, mais c'est quand même très tard. Je faisais un calcul très simple, si vous additionnez les voix du RN, plus ses alliés, et les voix des LR, pour plus les centristes, si on veut, pour dire, enfin je veux dire l'UDI par exemple, pour dire que ça c'est les votes de droite, eh bien au premier tour, le RN représente 76% du vote de droite et 80% au second tour. Donc d'une certaine manière, la droite, elle a été absorbée finalement. Et c'est comme absorbée ça que ça se règle. Par le Rassemblement national. Ça se règle comme ça en fait. C'est-à-dire que la fusion des droites, elle se fait par les électeurs. C'est-à-dire qu'il y a et après Éric. En fait, l'hypothèse de faire comme François Mitterrand avec le Parti communiste, c'est-à-dire que la droite aspire, en tout cas fusionne et tue quelque part le RN comme le PS avait tué le Parti communiste, cette hypothèse-là, elle est peu crédible dans une configuration où le RN pèse autant. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir une déception aussi des électeurs de Marine Le Pen qui vont se dire finalement, bon, elle ne gagne jamais, c'est un parti qui ne peut pas accéder au pouvoir et donc se tourner vers un autre champion éventuellement de droite? Tout ça, c'est possible, bien sûr. Je ferai une différence avec ce qu'a fait Mitterrand dans la mesure où il a absorbé une force descendante. C'est vrai, le Parti communiste. Dans un contexte de déclin général de ce paradigme. Là, nous sommes dans la situation inverse. Et donc, c'est très différent. Et puis, les électeurs je crois, moi, en tout cas, du RN, ne sont pas dupes. Et quand on les interroge, ils ne s'attendent pas à de grands miracles. Ils ont simplement des exigences sur des sujets clés, régaliens, et ils imaginent que sur ces sujets-là, au moins, la situation sera améliorée. Ils ont peut-être tort d'imaginer ça, mais ce sont des Il est possible de les détacher du RN, c'est la question. Par exemple, Nicolas Sarkozy l'avait fait. En prenant les thèmes, pas les termes, en prenant les thèmes, en les traitant avec des politiques publiques qui sont dignes de ce nom, et tout ce que font beaucoup de pays, et en ayant une politique de contrôle de l'immigration, d'intégration, de sécurité. Ce sont des mots que les Français ont beaucoup de mal à prononcer. Je veux dire, les politiques en France, même beaucoup plus que les politiques, la classe journalistique, intellectuelle, etc., ce sont des évidences. Et tant que nous n'aurons pas franchi cette étape, d'en parler normalement, et avec des gens dont c'est le métier, pour satisfaire les attentes des électeurs, les attentes absolument légitimes, eh bien, on aura cette difficulté-là. Mais je crois qu'elle est débordée, elle est réglée par les électeurs. Par les électeurs. Éric Nolot. Oui, vous avez dit très justement que les électeurs ne pouvaient pas reprendre leur bulletin, mais enfin, ils peuvent tirer des leçons du scrutin. Est-ce que vous pensez que ce scrutin très particulier que nous venons de vivre
aura une influence sur une possible législative, après une nouvelle dissolution, ou la prochaine présidentielle? Est-ce que vous pensez que ça va laisser des traces et lesquelles? Moi, je dirais, aujourd'hui, je vous dirais oui, des traces qui seront profondes, avec des effets puissants. Je le dis en prenant le risque de le dire d'aujourd'hui, mais c'est la question, hein. C'est le jeu de l'échange. Et quand même, l'idée pour les électeurs du Rassemblement national qu'ils subissent un régime spécifique, on le sait, hein, 62% sont des ouvriers, des employés, peu diplômés, etc. On connaît le profil. C'est une France populaire qui est ostracisée. Ça veut dire que c'est une France populaire ostracisée par des élites. Donc on rentre de plein pied dans le schéma classique de la pensée populiste, à laquelle on donne absolument raison, en disant, voyez, nous nous sommes appliqués à ressembler à l'idée que vous aviez de nous y sommes parvenus maintenant, et quelle est votre réaction? Mais la réaction, c'est un rejet plus puissant encore pour assurer la prochaine fois que cette fois-ci, on passera l'étape entièrement. Il est inacceptable, mais on peut le comprendre sans se prononcer sur la valeur de ce vote et de ce parti. Il est par principe inacceptable que des millions d'électeurs soient ainsi tenus à la lisière, considérés comme des moins que rien. Une femme, un homme, on dit avant un homme un vote, une femme, un homme un vote, c'est pas vrai. Il y a une espèce de suffrage censitaire qui s'est installé, qui n'est absolument pas justifié, que les autorités de la République reprennent allègrement, après avoir reçu Jordan Bardella à Saint-Denis pour discuter avec lui, etc. François Hollande avait reçu Marine Le Pen pour parler de la régionalisation. Enfin, ouais, on va pas faire la liste parce que c'est totalement contradictoire et disloqué. Mais quand il y a les intérêts, les intérêts électoraux en jeu, là, on ressort la question du barrage. Ça devient quand même pas recevable. Et d'autant plus que ce barrage, il est asymétrique. Moi, ça m'a toujours choqué. Il ne s'applique pas à la France insoumise, qui, alors, de mon point de vue, le mérite tout autant. Je ne fais aucune différence entre les deux si nous entrons dans cette logique du jugement moral porté sur les organisations que les électeurs sont libres de soutenir. Merci beaucoup, Dominique Régnier, de cette analyse limpide.